Je m'appelle Harper, j'ai 35 ans et je suis architecte d'intérieur spécialisé dans la restauration de maisons historiques à Charleston, en Caroline du Sud. Mon nom était en couverture du magazine Architecture du mois d'octobre dernier, accompagné d'un article de 2 pages sur la restauration du domaine Planton Riverside. Mais pas une seule personne de ma famille ne m'a appelé pour me féliciter. Ils ne le savaient même pas. Pour eux, je n'étais que la fille aînée qui ne s'était toujours pas casée, tandis que ma sœur, Madison, était la vraie professionnelle. J'ai cru que les choses changeraient quand je suis tombée enceinte. Même si je n'étais pas dorlotée comme Madison, j'espérais que le bébé serait un pont. Mais cet espoir s'est envolé il y a 6 mois, avec le battement de cœur fragile que j'écoutais chaque matin dans la salle d'échographie. La fausse couche a été comme tomber dans un gouffre. J'ai à peine pu sortir du lit pendant 3 semaines. Chaque fois que je me réveillais, le berceau blanc que j'avais commandé d'Italie était toujours au milieu de la chambre, comme un rappel cruel. Je n'ai jamais pu toucher mon enfant avant de lui dire au revoir. Et pourtant, le 3e jour après ma sortie de l'hôpital, ma mère a appelé, la voix désinvolte. « As-tu déjà vidé la chambre ? Ne laisse pas la tristesse s'installer trop longtemps. Ce n'est pas bon. » Je suis resté sans voix, répondant seulement « Oui, je sais. » Elle ne m'a pas demandé à quel point j'avais mal. Elle ne m'a pas demandé ce dont j'avais besoin. Elle m'a juste averti de ne pas laisser Madison me voir bouleversée car cela pourrait affecter la santé mentale de son bébé. J'ai un mari. Il s'appelle Marcus, le seul qui ne m'a jamais quitté pendant toute cette épreuve. Il est resté assis au bord de mon lit pendant des heures, lisant tranquillement, préparant du porridge, essuyant les larmes que j'essayais de cacher sous mon oreiller. La tante de Marcus, Evelyn, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et au regard perçant, m'appelait aussi tous les soirs. Elle ne m'a jamais demandé « Vas-tu bien ?» Elle disait simplement « Ne te force pas à sourire devant des gens qui ne le méritent pas. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Et si tu as besoin de crier, alors crie. » Ces simples mots m'ont sauvé. Ma famille n'a jamais été un endroit chaleureux. Ma mère disait toujours que j'étais trop ambitieuse, et mon père considérait chacune de mes réussites comme superficielles. Quand Madison a été acceptée dans un collège communautaire voisin, toute la famille a célébré l'événement avec un grand dîner. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour étudier l'architecture à New York, tout ce qu'ils ont dit, c'est « Pourquoi aller si loin et te compliquer la vie ?» Je me suis habitué à leur indifférence, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils pourraient être aussi froids, même lorsque j'ai perdu une vie que j'avais portée. Cette semaine, j'ai reçu une invitation de Madison, la sœur traitée comme une reine, annonçant une fête pour célébrer sa grossesse. Une note manuscrite de ma mère était jointe, « Harper, es-tu libre samedi soir ? Tu es sa sœur, après tout. Aide-nous avec les décorations, veux-tu ? Tu as toujours eu bon goût. » Je l'ai lu et relu, le cœur glacé. Pas un seul mot ne reconnaissait que j'avais été enceinte. Pas une question pour savoir si j'étais capable d'y assister. Juste une simple demande, aide-nous. Tu le dois à la famille. Marcus m'a regardé pendant que je pliais la carte. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-il dit, doucement mais fermement. J'ai souri, un sourire forcé. C'est ma famille. Si je n'y vais pas, ils me traiteront d'égoïste. Marcus n'a rien dit, mais ses yeux étaient chargés de douleur. Il savait que je m'accrochais à un concept de famille qui avait pourri de l'intérieur. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, regardant le jardin brumeux, tenant un croquis inachevé ou le dessin d'une chambre de bébé que j'avais autrefois dessiné pour moi-même. Mais maintenant, je le révisais pour Madison. J'ai peint des fleurs sur le mur et j'ai ombragé la douleur dans ma poitrine, et je me suis demandé, quand serais-je considéré comme une personne, et pas seulement comme une ombre dans ma propre famille. Je suis arrivé chez mes parents samedi après-midi, les bras chargés de décorations sur le thème de la lavande que Madison avait demandé par SMS. La maison blanche familière à 2 étages est apparue à travers les chênes, toujours aussi paisible que la dernière fois que j'y étais le jour où j'ai annoncé ma grossesse et reçu un regard vide de ma mère au lieu de félicitations. Lorsque je suis entré, l'atmosphère bourdonnait d'une gaieté forcée. Madison était assise au centre du salon, son ventre à peine arrondi déjà bercé comme un trésor par notre mère. Elle a ri quand papa a apporté un gâteau décoré d'une image d'échographie. « Est-ce que le bébé me ressemble, sœurette ?» Madison s'est tournée vers moi, la voix claire. J'ai souri et hoché doucement la tête. « Harper est là », a annoncé ma mère, comme si j'étais un personnage secondaire arrivant au bon moment. « As-tu apporté les affaires ?
J'ai installé les tables dans le jardin. Aide à décorer, veux-tu? Madison ne devrait pas trop se déplacer. Oui, ai-je répondu doucement, et je me suis dirigé vers la cuisine, disposant tous les rubans, les lumières et les fleurs en papier. Marcus a commencé à me suivre, mais j'ai secoué la tête. Je vais bien, ai-je murmuré. Il a compris et est sorti sur le porche arrière, regardant par-dessus la étaillée. Alors que j'accrochais des guirlandes lumineuses à une branche d'arbre, j'ai entendu ma mère de l'intérieur. Harper est douée pour ce genre de choses, n'est-ce pas, Madison? C'est une chance que tu aies une sœur aussi compétente. Ça te soulage d'un poids. J'ai arrangé un bouquet de lavande dans un vase en verre, mes doigts serrant si fort qu'ils sont devenus pâles. La fête a commencé à 16 heures. Les parents et amis sont arrivés par vagues. Tout le monde, tout sourire, complimentant l'éclat de Madison et la bonne fortune de mes parents. Je suis resté près de la table des desserts, disposant des pâtisseries et souriant poliment. Personne n'a mentionné ma grossesse. Personne ne m'a demandé si j'étais fatigué d'avoir géré seul toute l'installation de la décoration. À part Madison, la seule personne de ma famille qui m'a jamais fait me sentir vraiment vu était Jason, le mari de Madison. C'était un médecin réside, 4 ans plus âgé qu'elle, calme mais perspicace. Alors que j'attachais le dernier ruban à la chaise principale, il s'est approché et m'a demandé doucement, « Harper, vas-tu vraiment bien ?» Surprise, j'ai levé les yeux. Les yeux de Jason ne faisaient pas semblant. Ils n'étaient pas apitoyés, juste sincères. J'ai légèrement hoché la tête. Je vais bien. Merci. Il avait l'air de vouloir en dire plus, mais Madison a crié de l'autre côté du jardin, « Jason, viens prendre des photos. » Il m'a lancé un dernier regard avant de se détourner. Au crépuscule, alors que la fête se terminait, Madison s'est approchée, douce comme du sucre. « Tu es incroyable, sœurette. Je ne sais pas comment la journée se serait passée sans toi. » J'étais sur le point de répondre quand ma mère est intervenue, me tapotant l'épaule. C'est ce que font les sœurs. Attentionnées, altruistes. Je l'ai regardée, sentant, pour la première fois, que la distance entre nous était plus large qu'un océan. Après le départ de la plupart des invités, je me suis dirigé vers le jardin pour ranger les lumières et les fleurs. L'air était devenu froid et une brise s'est glissée dans mes manches, me faisant frissonner. Marcus a posé sa veste sur mes épaules. Prête à partir? Accorde-moi une minute. J'ai juste besoin d'un moment. Je me suis tenu sous l'arbre, regardant les petites ampoules s'atténuer comme des illusions qui s'estompent. Je ne savais pas à quoi je m'accrochais encore, la reconnaissance, une étreinte, peut-être juste de simples excuses. Ce soir-là, après notre retour à la maison, j'ai reçu un message de Madison, « Merci pour aujourd'hui. » Oh, et la semaine prochaine, c'est l'échographie pour révéler le sexe du bébé. Viens si tu es libre. Tu as. Je veux dire, tu sais probablement déjà tout sur ce genre de choses. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je me suis assise dans le noir, pleine de questions auxquelles personne ne répond jamais. Pourquoi suis-je toujours blâmé? Pourquoi ma douleur ne vaut-elle jamais la peine d'être écoutée? Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pensé, si les liens du sang peuvent te briser, peut-être est-il temps que je me retrouve. Pas pour eux. Pour moi. La fête pour la révélation du sexe du bébé a eu lieu un dimanche après-midi d'août dans une villa de campagne louée à l'extérieur de Mount Pleasant. La maison avait une large véranda et un jardin qui s'étendait jusqu'au bord d'une forêt de pins. Madison voulait que tout soit douillet, intime et élégant. Et, bien sûr, ma mère a décidé que Harper était la meilleure personne pour donner vie à cette vision. J'ai failli refuser, mais Marcus m'a encouragé à y aller, une dernière fois, pour clore le chapitre. Sans plus rien devoir en amour ou en devoir. Je suis arrivé plus tôt que les autres pour terminer l'installation. Sous le porche étaient suspendus des ballons roses et bleus pastel, et au centre du jardin se trouvait une grande table drapée de lin blanc, surmontée d'une boîte scellée au sel qui, selon Madison, révélerait le sexe du bébé de la manière la plus surprenante. Vers 15 heures, les invités ont commencé à arriver, des membres de la famille, les amis de Madison, les collègues de papa, même des visages que je ne reconnaissais pas. Tout le monde bavardait joyeusement. Je veillais à ne pas m'attarder trop longtemps au même endroit, de peur que quelqu'un ne perçoive une lueur de mes vraies émotions. Marcus et tante Evelyn étaient là aussi, bien qu'Evelyn ne cachait pas sa tension en voyant ma mère. Madison est sortie par la porte d'entrée dans une robe de maternité en dentelle blanche,
tenant la main de Jason. Elle tenait un microphone dans l'autre. Merci à tous d'être venus. Madison rayonnait. Aujourd'hui est un jour si spécial pour notre famille. Non seulement parce que nous découvrons le sexe du bébé, mais aussi parce que c'est l'occasion de célébrer ceux qui ont toujours été là pour nous. Je posais d'autres verres de jus sur la table quand sa voix a résonné plus fort dans le microphone. Et surtout, aujourd'hui, je veux remercier la personne qui a aidé à organiser toute cette fête, malgré tout. Ma chère sœur, Harper. Des applaudissements dispersés ont résonné. J'ai fait un petit signe de tête et forcé un sourire. Puis Madison a souri. Un léger sourire en coin, comme si elle se préparait à une performance bizarre. Oh, et encore une chose spéciale. Vous savez pourquoi Harper a eu autant de temps pour m'aider? Elle fit une pause délibérée. C'est parce qu'elle n'est plus occupée avec un bébé. La pièce est devenue silencieuse. Parce qu'elle a perdu le bébé. Madison a ri aux éclats, comme si elle racontait une blague. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, c'est une sorte de fête pour célébrer son retour à la vie de célibataire et au travail. Je me suis figé sur place. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Marcus a bondi sur ses pieds, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Les gens ont regardé autour d'eux, confus. Certains ont laissé échapper des rires gênés, d'autres se sont détournés. Jason est resté immobile, comme s'il n'arrivait pas à croire ce que sa femme venait de dire. Je me suis dirigé vers la scène, la voix basse mais ferme. « Qu'est-ce que tu viens de dire, Madison ?» Elle a cligné des yeux. « Oh mon Dieu, ne sois pas si tendu. Tu es toujours si sensible. » Je plaisantais. Tout le monde le sait, non? Je plaisantais. Plaisanter, ai-je murmuré. Tu as utilisé la perte de quelqu'un comme une blague, Madison. Tu ne vois pas à quel point c'est mal? Avant qu'elle ne puisse répondre, ma mère s'est précipitée, m'a agrippé le bras et a tiré fort. Harper, tu fais une scène. Maman, J'ai à peine eu le temps de prononcer un mot avant qu'elle ne me serre le bras plus fort. Tu ne peux pas te retenir? Tu transformes tout en tragédie. Je veux juste être traité avec respect, maman. Elle a grogné, me tirant vers le balcon de l'étage, loin des invités. Si tu ne veux pas faire honte à cette famille, tu te tais et tu retournes là-bas. J'ai libéré mon bras, les yeux en feu. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je ressentais. Pour toi, seul Madison compte. J'ai perdu un enfant, et tu ne m'as même jamais serré dans tes bras une seule fois. Son visage est devenu rouge. Tu joues toujours la victime. C'est pour ça que personne ne t'aime. J'ai reculé. Si c'est ce que tu penses, alors? Soudain, elle m'a poussé violemment à l'épaule. Alors sors. Si tu ne peux pas te comporter dignement pour cette famille. J'ai trébuché, mon pied a glissé, mon dos a heurté la balustrade en bois. Puis tout a basculé. J'ai entendu Marcus crier quelque part derrière moi, tante Evelyne hurler, puis juste le vent rugir à mes oreilles et le ciel bleu sans fin au-dessus. Je tombais. Et à ce moment-là, je me suis demandé, ma mère m'avait-elle enfin vu, même si ce n'était que pour me repousser? Je me suis réveillé dans une chambre blanche austère du Memorial Hospital, au centre-ville de Charleston. L'odeur piquante de l'antiseptique m'a frappé le nez et m'a donné le vertige. Ma gorge me brûlait et chaque respiration me semblait être une pierre sur la poitrine. Mon bras gauche était dans le plâtre et mon dos me faisait terriblement mal. J'ai essayé de lever la tête. Marcus était assis à côté de moi, les yeux rouges, me serrant la main comme s'il pouvait me perdre à nouveau. Harper. Sa voix tremblait. Tu es vivante. Le médecin a dit que tu avais des fractures aux côtes, une blessure à la colonne vertébrale inférieure et une légère commotion cérébrale. Mais tu vas guérir. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Une seule larme a coulé sur ma joue. J'étais encore en vie. Après être tombé du 2e étage, j'étais encore là. Marcus a approché un verre d'eau de mes lèvres, m'aidant à boire. Puis il a pris une grande inspiration, comme pour se préparer à dire quelque chose d'important. Harper, quelqu'un veut te voir. Mais seulement si tu es prête. Oh, ai-je murmuré. Marcus a jeté un coup d'œil à la porte. Jason. Il a déjà parlé à la police. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Jason est entré avec un air abattu.
Ce n'était pas l'homme calme que j'avais vu à la fête. Quelque chose dans ses yeux avait changé. Un tourment. Un règlement de compte. Harper, je suis désolé, pour tout. Je suis restée silencieuse. Jason s'est assis au bord du lit, fixant ses mains tremblantes. Je suis resté silencieux pendant trop longtemps. Mais après ce qui s'est passé, je ne peux plus. J'ai retenu mon souffle, une vague de peur et un besoin désespéré de savoir grandissant en moi. Ce n'était pas un accident, a-t-il dit, la voix rauque. J'avais des doutes depuis ta fausse couche, mais, je ne voulais pas y croire avant d'avoir surpris Madison et ta mère chuchoter dans la cuisine, ces jours où tu es venu. Chaque fois que tu prenais du thé, je les voyais changer le sachet. J'ai demandé, et Madison a dit que c'était un mélange d'herbes pour t'aider à te détendre. J'ai fermé les yeux très fort. Les nausées, les vertiges, les palpitations cardiaques. J'ai tout mis sur le compte du stress. Jason a sorti une pile de papier de la poche de son manteau. J'ai gardé quelques sachets de thé. Je les ai fait analyser à la clinique où je travaille. Ils ont trouvé des alcaloïdes qui interfèrent avec le développement du fœtus. Je suis devenu insensible. Ce n'était pas un accident. Il l'avait fait exprès. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Jason. J'ai récupéré de vieux SMS du téléphone de Madison. Elle a envoyé un message à ta mère, encore 3 jours comme ça et ce sera fait. Ne t'inquiète pas, elle est trop faible. Marcus a serré la chaise si fort que ses articulations sont devenues blanches. Nous avons tout remis à la police, a-t-il dit. L'ordonnance que ta mère a fait exécuter sous un faux nom. Les images de surveillance de l'ancienne cuisine. La déclaration de Jason. Il constitue un dossier. J'ai secoué la tête alors que des larmes coulaient sur mon visage. Non pas à cause de la douleur physique, mais à cause de la trahison. Jason a baissé la tête. Je suis resté silencieux trop longtemps, Harper. Pour la famille. Par peur. Mais je ne peux pas te laisser porter ce fardeau seul plus longtemps. Je l'ai regardé et j'ai légèrement hoché la tête. Mon cœur était peut-être en morceaux, mais une chose était claire, la vérité était enfin révélée. Un peu plus tard, une femme en tailleur est entrée dans la pièce. Elle avait des cheveux courts et bouclés, des yeux perçants mais gentils. Harper, je suis Clarissa Monroe. Je vais vous représenter dans cette affaire. J'ai hoché la tête lentement. À côté de moi, Marcus m'a serré la main et a murmuré, à partir de maintenant, nous ne laisserons plus personne te faire de mal. Je me suis tournée pour le regarder, silencieusement reconnaissante. Parce que même si le sang pouvait me pousser d'une corniche, c'est un étranger qui m'a tendu la main et m'a ramené. Et cette fois, je ne la lâcherai pas. 2 jours plus tard, j'ai été transféré dans une chambre d'hôpital privée avec une fenêtre donnant sur un petit parc. La lumière du soleil d'automne filtrait à travers de fins rideaux blancs, projetant de douces ombres sur le sol carrelé. Tout autour de moi était calme, mais la tempête à l'intérieur ne s'était pas calmée. L'avocate Clarissa Monroe est revenue, tenant une pile de dossiers. Elle s'est assise au bord de mon lit et les a ouverts avec une expression composée, bien que je puisse voir le poids prudent dans ses yeux. Harper, a-t-elle commencé, il y a quelque chose que je dois partager avec vous. C'est difficile à entendre, mais je crois que vous avez le droit de savoir. J'ai hoché la tête, me préparant. La police a recueilli les premières déclarations de votre mère, de Madison et de quelques autres parents. Certaines choses semblent incroyables, mais une grande partie des preuves concordent avec le témoignage de Jason. J'ai serré la couverture plus fort. Dites-moi. Je peux le supporter. Clarissa a expiré, sa voix baissant. Votre mère, Candace, a déclaré que depuis votre enfance à vous et votre sœur, votre grand-père, Thomas Wellington, lui avait dit quelque chose. Quelque chose qu'elle appelait une tradition familiale, le premier petit enfant né à la génération suivante doit porter le nom de Wellington afin d'hériter du Farmland Trust, évalué à près d'1 million de dollars. J'ai écarquillé les yeux. Quoi? Votre grand-père est décédé il y a 5 ans, mais il a laissé un avenant à son testament, qui ne devait être ouvert qu'à la naissance de son premier arrière-petit-enfant. La condition était claire, l'héritage ne serait accordé que si l'enfant portait le nom de famille Wellington et était élevé par un membre de la famille portant ce nom. Je suis resté immobile. Clarissa a poursuivi, Madison a changé son nom de famille pour Foster après avoir épousé Jason. Mais Candace a insisté pour que le nom de l'enfant de Madison soit légalement changé pour être admissible. Et plus que cela,
elle pensait que Madison, la fille méritante, devait être celle qui aurait le premier enfant. Si vous accouchiez, les choses se compliqueraient. Alors ai-je murmuré. Clarissa a légèrement hoché la tête. Il ne voulait pas que vous deveniez mère en premier. Il craignait de perdre l'héritage. Pour eux, votre bébé était un obstacle. Ma gorge s'est serrée. Je croyais autrefois que même si ma mère ne m'aimait pas comme elle aimait Madison, elle était toujours ma mère. Mais maintenant, je réalisais que je n'étais qu'une menace pour leur plan. Ils ont choisi d'effacer une vie pour protéger leur gain. Il y a plus, a dit doucement Clarissa, en plaçant une pile de messages imprimés sur la table. Ces conversations ont été récupérées sur le téléphone de Madison. Certaines d'entre elles sont difficiles à lire. J'ai baissé les yeux sur les mots, qu'est-ce que Harper a? Son nom n'est même pas dans le testament. Son enfant ne serait pas un Wellington non plus. Ce bébé n'aurait jamais dû exister. Une autre ligne, ne t'inquiète pas, maman, j'ai changé le thé. Encore 3 jours et ce sera fait. Ensuite, il ne restera à Harper qu'un ventre vide et de la pitié. J'ai haleté, mon cœur battant la chamade. Clarissa a posé une main sur mon épaule. Harper, ils n'ont pas seulement été cruels. Ils ont manipulé à la fois la loi et la morale pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais nous avons des preuves, et cette fois, ils ne sentiront pas. Je suis restée silencieuse pendant longtemps avant de murmurer, est-ce que Jason, est-ce qu'il est au courant de l'héritage? Non, a répondu Clarissa. Il a été tenu complètement dans l'ignorance, mais lorsqu'il l'a appris, il a été dévasté. Il travaille avec son propre avocat pour demander le divorce. J'ai fermé les yeux, essayant de retenir la chaleur des larmes fraîches. Madison, ma sœur, la fille qui partageait autrefois ma chambre d'enfant, chuchotant des histoires sous les couvertures, celle qui m'appelait la meilleure sœur du monde. Maintenant, c'était elle qui me coulait. Clarissa s'est levée. Je reviendrai plus tard avec l'enquêteur et les documents de la plainte au civil. Vous avez besoin de repos. Elle est partie. Marcus est entré dans la chambre. Il s'est assis à côté de moi et m'a tendu un verre de jus d'orange. Je l'ai regardé, les yeux larmoyants. Je pensais que je n'étais que le reste de la famille. Maintenant, je sais que je n'ai jamais vraiment eu de famille. Marcus m'a tenu la main. Du calme. Tu en auras une. Non pas du sang, mais des gens qui choisissent de t'aimer, de te protéger et de ne jamais te laisser tomber. J'ai légèrement hoché la tête. Et à ce moment-là, au milieu des blessures encore en voie de guérison, je savais que je me relèverais. Cet hiver-là, le procès a commencé au tribunal du comté de Charleston. La salle d'audience, avec ses hauts plafonds en bois et ses néons froids, ne pouvait pas dissiper le froid dans ma poitrine chaque fois que je les regardais, ma mère, mon père et Madison, assis de l'autre côté de la table de la défense, les gens que j'appelais autrefois ma famille. J'étais assise à côté de maître Clarissa et de Marcus. Derrière moi se trouvaient tante Evelyne et quelques collègues solidaires. Jason était assis seul au fond, solennel et pensif. Il avait demandé le divorce une semaine seulement après avoir appris toute la vérité. Le procureur a présenté toutes les preuves, enregistrements audio, SMS, reçus d'ordonnance, déclarations de la clinique et images de surveillance de la vieille maison. Chaque élément ressemblait à une lame sculptant ma poitrine. Non pas parce que cela faisait plus mal, mais parce que je devais faire face à la vérité que j'avais autrefois tant essayé de nier. Au début, Madison a tout nié. Elle a prétendu qu'elle ne faisait que suivre les instructions de maman, qu'elle ne savait pas que le thé était nocif, que tout cela était un malentendu entre sœurs. Mais lorsque le procureur a lu à haute voix le message, « Ne t'inquiète pas, encore 3 jours et c'est fini ». Elle est si faible, Madison s'est effondrée et n'a plus jamais dit un mot. Ma mère, Candace, s'est accrochée à sa fierté jusqu'à la fin. Elle a dit directement au juge, « Nous l'avons fait pour l'intérêt de la famille, pour la tradition. » Harper n'a jamais vraiment fait partie de cette lignée. Mon père, Franklin, est resté silencieux. Lorsqu'on l'a interrogé, il n'a pu que répéter, « Je ne faisais que ce que ma femme voulait. » Quand ce fut mon tour de témoigner, la salle est devenue silencieuse. J'ai tout raconté, du début à la fin, sans pause ni embellissement. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux et j'ai dit, « Je n'ai pas besoin de votre pitié. J'ai besoin de justice. Et l'enfant que j'ai perdu mérite d'être reconnu comme faisant partie de la vérité. » 3 semaines plus tard, le verdict a été annoncé.
Madison a été condamnée à 4 ans de prison pour avoir intentionnellement porté atteinte à une femme enceinte et pour complot en vue de nuire à la santé reproductive. Ma mère et mon père ont chacun été condamnés à 5 ans de prison pour complot, violence familiale et dissimulation d'un acte criminel. Leur manoir d'Ashmont a été mis sous scellé pour enquête sur leurs biens. Le Wellington Land Trust, la chose même qu'ils essayaient de protéger à tout prix, a été placé sous le contrôle temporaire de l'État, car il ne restait aucun héritier légal remplissant les conditions initiales. Madison a accouché en prison en mars, d'un petit garçon en bonne santé nommé Elia. L'enfant a été placé sous la protection de l'État et confié temporairement à une famille d'accueil soigneusement sélectionnée. Jason m'a rendu visite un après-midi d'avril, juste au moment où la brise du début du printemps s'adoucissait. Il tenait un dossier à la main, les yeux sombres mais résolus. On m'a accordé la garde d'Elia, a-t-il dit, et j'ai changé son nom de famille pour Foster. Je sais que cela ne répare pas tout, mais au moins le garçon ne portera pas le poids de la culpabilité de quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé, le cœur serré. J'espère qu'il grandira entouré d'amour et de bonté. Et Jason, tu as fait ce qu'il fallait. Je pensais que je n'étais qu'un spectateur, a-t-il dit doucement. Mais la vérité est que tu étais la seule à avoir tout vu clairement depuis le début. Avant de partir, il s'est retourné. Si un jour Elia veut connaître la personne qui a défendu ce qui était juste, je lui parlerai de toi. Non pas comme une victime, mais comme la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Je me suis tenu sur mon porche, regardant Jason et l'enfant endormi dans la poussette disparaître au loin. J'avais autrefois tout perdu, je m'étais effondré. Mais maintenant, je savais que la justice n'est pas seulement une question de verdict. C'est lorsque la vérité est mise en lumière et que ceux qui ont été blessés sont enfin appelés par leur vrai nom, survivants. Quelqu'un qui est digne d'amour. Quelqu'un qui ne baisse plus la tête. L'été qui a suivi la dernière audience du tribunal, le nom de Wellington ne hantant plus chacun de mes rêves, Marcus et moi avons déménagé dans une petite ville côtière appelée Bulford. Notre nouvelle maison se trouvait à quelques minutes de l'océan, avec des rangées de lavandes bien ordonnées dans le jardin, conçu par Marcus lui-même, et un studio ensoleillé où j'ai lentement recommencé à dessiner après des mois d'abandon. Ma colonne vertébrale avait presque guéri, bien que la douleur se réveille encore lorsque le temps change. Un rappel discret que certaines blessures ne disparaissent pas, on apprend juste à vivre avec. Mais étrangement, je ne craignais plus cette douleur. Elle était devenue une partie de moi, comme une belle cicatrice, la preuve que j'avais survécu. Je n'ai plus contacté ma mère, mon père ou Madison. Pas d'appel, pas de lettre manuscrite, pas une seule excuse de leur part. Et je n'en avais plus besoin. Le silence entre nous, froid mais libérateur, était le point final dont j'avais besoin pour commencer un nouveau chapitre. Par un début d'après-midi d'automne, tante Evelyne est venue me rendre visite, amenant avec elle une jeune invitée. La fille s'appelait Lily, 10 ans, de longs cheveux bruns, des yeux bleu-gris et un regard qui semblait porter tout un ciel de solitude. C'est la fille d'une vieille amie, a dit tante Evelyne. Sa mère est décédée dans un accident de voiture il y a 3 mois, et son père est porté disparu. Elle est actuellement prise en charge temporairement dans un foyer d'accueil public, mais on dit qu'elle est calme et distante. Quand je t'ai mentionné, elle a dit qu'elle voulait te rencontrer. Je me suis agenouillé pour regarder Lily dans les yeux. Veux-tu dessiner ? Je lui ai offert mon carnet de croquis. Ses yeux se sont illuminés. J'aime dessiner des maisons avec de très grandes fenêtres, a-t-elle murmuré, pour que lorsque je suis triste, je puisse encore voir le ciel. Pour une raison quelconque, ces mots m'ont serré la gorge. Je lui ai tendu une boîte de crayons de couleur. Tout cet après-midi, nous sommes restés assises côte à côte sans trop parler. Lily dessinait. Je regardais. Et quelque chose de magique s'est produit. Cette maison, autrefois hantée par les ombres du passé, a commencé à reprendre vie, avec le son de la joie tranquille d'un enfant dérivant à travers les fenêtres. Ce soir-là, alors que Marcus et moi débarrassions la table du dîner, il m'a regardé et m'a demandé, « Que penserais-tu si on essayait d'adopter Lily ?» Je suis resté immobile. Non pas par surprise, mais parce que mon cœur s'est soudainement serré de la façon la plus chaleureuse qui soit. « Es-tu sûr ?» ai-je demandé. « L'es-tu ?» a répondu Marcus en me prenant la main. Dès que tu as recommencé à dessiner, dès que Lily est entrée dans cette maison, j'ai su que nous étions prêts. 3 mois plus tard, avec l'aide juridique de Clarissa, nous avons rempli les documents pour devenir les tuteurs temporaires de Lily dans le cadre d'une protection spéciale. Marcus et moi n'avons jamais promis d'être des parents parfaits. Nous avons seulement promis de ne jamais l'abandonner,
de ne jamais faire de l'amour quelque chose qu'elle devait mériter. Un dimanche matin, Lily était assise dans mon studio en train de colorier un dessin qu'elle avait fait. Dessus, 3 personnes se tenaient devant une maison en bois, une femme aux cheveux longs, un homme grand et une petite fille tenant un parapluie jaune. « Lily, qui dessines-tu » ai-je demandé doucement. « Ma nouvelle famille » a-t-elle dit, puis elle s'est arrêtée. « Tu crois que maman Harper aimera ce dessin » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je me suis approché et les serré fort dans mes bras. Et pour la première fois depuis la perte de mon bébé, mon cœur s'est senti entier. La famille. Pour moi, cela ne signifiait plus des liens du sang ou un nom de famille prestigieux gravé dans la pierre. La famille était la main qui m'a stabilisé lorsque je suis tombé. C'était la confiance dans les yeux d'un enfant, le genre qui avait autrefois connu la douleur, mais qui osait s'ouvrir à nouveau. Lily, cette petite fille, n'a remplacé personne, mais elle m'a appris que la perte ne signifie pas la fin. C'est l'espace où quelque chose de nouveau peut grandir. Et cette fois, je le nourrirai d'amour, sans condition, sans peur. Dans la douce lumière du matin, je savais que j'avais trouvé la chose la plus précieuse qu'une vie puisse offrir, une vraie famille. Par un matin d'octobre, alors que la rosée s'accrochait encore à la lavande devant notre porche, je me suis réveillé au son de petits pas qui parcouraient la maison. Lily cherchait le carnet de croquis qu'elle avait laissé la veille au soir. Elle retournait les coussins sur la chaise en murmurant « Il doit être là ». Je me suis assise en souriant. Je l'ai vu sur le comptoir de la cuisine. Tu as oublié de le remonter après avoir dessiné. Lily a jeté un coup d'œil derrière le rideau, ses yeux s'illuminant. Dieu merci. Je pensais qu'il avait disparu comme mes biscuits hier soir. Marcus a crié du bas des escaliers, les biscuits ont disparu dans le ventre de papa. J'ai hoché la tête dans le vide. Mais le carnet de croquis est en sécurité. Des rires ont rempli la maison. Un simple matin, un moment ordinaire. Mais pour moi, c'était un miracle. Il fut un temps où je croyais que je ne retrouverais plus jamais une telle paix. J'avais autrefois été trahi par ma propre famille de la manière la plus cruelle qui soit. J'étais tombé d'un balcon du 2e étage, poussé par ma propre mère, devant une foule. J'avais perdu un enfant que je n'ai jamais pu tenir dans mes bras. Mais aujourd'hui, j'étais là, non pas comme une femme brisée, mais comme une mère, une épouse et une survivante qui avait grandi. Nous avons officiellement adopté Lily le printemps suivant. L'audience au tribunal a été brève, et aucune larme n'a été versée par douleur, seulement par joie. Lorsque le juge a frappé le marteau et nous a accordé la garde permanente, Lily a jeté ses bras autour de Marcus et moi et a murmuré « Je peux vraiment vous appeler maman et papa maintenant ?» J'ai hoché la tête, la voix presque brisée. Dorénavant, tu es notre fille, à tous points de vue. Nous avons organisé une petite fête dans le jardin pour célébrer l'entrée officielle de Lily dans notre famille. Pas de décorations extravagantes, pas de restaurant chic, juste quelques lanternes en papier, un gâteau au chocolat fait maison par Marcus et notre première photo de famille prise sous le chêne de notre cour avant. Ce soir-là, pendant que je faisais la vaisselle dans la cuisine, Lily est arrivée derrière moi et m'a serré fort dans ses bras. « Maman Harper ?» Je me suis retourné. « Oui, ma chérie. » Est-ce qu'une vraie famille, c'est quand on peut être soi-même et ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Je me suis agenouillé et j'ai regardé dans ses yeux bleu-gris. Des yeux qui n'avaient autrefois rien d'autre que de la méfiance. Exactement. La famille, c'est là où on t'aime pour ce que tu es. Elle a hoché la tête et a murmuré, « Je crois que j'ai trouvé ma famille. » Ces mots ont flotté aussi doucement que le vent. Mais dans mon cœur, ils ont résonné comme une cloche de renaissance. J'avais passé tellement de temps à chercher ce que famille signifiait, à travers la douleur, à travers des rêves brisés. Mais maintenant, je comprenais, la famille n'est pas liée par le sang. Ce n'est pas un endroit où il faut se modeler pour être accepté. La vraie famille voit chaque partie de vous, forte ou fragile, et choisit de vous aimer malgré tout. J'ai cru autrefois que sans le bébé que j'avais perdu, je ne pourrais jamais être mère. Mais ensuite j'ai rencontré Lily, une enfant qui avait tout perdu elle aussi. Et ensemble, nous avons guéri. J'ai cru autrefois qu'après avoir été poussé par ma propre mère, je ne ferais plus jamais confiance à personne. Mais Marcus est resté à mes côtés, ne demandant jamais rien, attendant patiemment que j'apprenne à me relever. Et maintenant, quand je regarde ma petite famille réunie autour de la table à manger chaque soir, je ne ressens plus de regret. Je ne ressens que de la gratitude. De la gratitude que la chute qui aurait pu mettre fin à ma vie ait ouvert la porte à un nouveau chapitre.
Un chapitre rempli de lumière et de vérité. De ce qui semblait être la fin, Harper a reconstruit une nouvelle vie, fondée non pas sur le sang, mais sur l'amour et la bonté. Elle a découvert que la vraie famille n'est pas définie par la génétique, mais par ceux qui choisissent d'être à vos côtés chaque jour. Le parcours d'Harper est la preuve que même de la blessure la plus profonde, nous pouvons émerger dans la lumière, plus forts, plus libres et pleins d'espoir pour l'avenir que nous méritons vraiment. Que pensez-vous du parcours d'Harper? La famille doit-elle forcément être liée par le sang? Partagez vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires touchantes sur la vie et la famille.